Cette troisième partie sera une partie qui contient donc aussi deux interventions et qui sera bilingue, donc en français et en anglais, puisque nous avons le plaisir d'accueillir à la fois Soufiane Mestaoui et Paul Love. Donc on va d'abord entendre Soufiane Mestaoui, qui est donc directeur du Centre d'études et de recherche sur l'ibadisme, Ibadika, et qui va donc nous parler d'un projet de base de données bibliographique ibadite, avant que Paul Love, qui lui est assistant professeur à El Ahawaïn University in Ifran, au Maroc, et nous parlera plus spécifiquement d'un projet de numérisation des bibliothèques de Djerba. Donc, Soufiane, la parole est à vous, et à la suite, donc, on entendra Paul. Merci beaucoup Mehdi, merci beaucoup Augustin pour votre invitation. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Merci Soufiane, à toi. Et je vous partage le PowerPoint et vous me dites si c'est bon. Hop, je mets en plein écran. Super. Alors, je vais vous présenter donc, un projet de base de données bibliographique que Ibadika prépare depuis maintenant plusieurs années et qui s'est accéléré grâce au confinement. Donc, je vais, avant de vous présenter ce projet dans le détail, je vais quand même vous présenter Ibadika, qui est un fonds de documentation et de conservation à destination des chercheurs, des étudiants et à tout le public intéressé par ces questions. Donc, on a été créé en 2013, justement parce qu'on avait fait le constat d'un manque de ressources sur ces thématiques de l'ibadisme, que ce soit au niveau du rite, au niveau de la théologie ou de ces sphères culturelles au Maghreb, sachant, je ne sais pas si le public est, sont au fait ce qu'est l'ibadisme, qui est un rite de l'islam aux côtés du sunnisme et du chiisme, qui est très localisé en Algérie, au Mzab, en Tunisie, à Djerba, et en Libye, au Djebel Nafoussa, pour le Maghreb, et en Orient, à Oman, et à Zanzibar. Donc, c'est un centre de documentation qui a vocation à centraliser toute la production éditoriale de ces zones pour aider la recherche, parce on s'est rendu compte qu'il était très difficile de se procurer les ouvrages, de connaître un peu l'état de la recherche dans ces pays, de connaître les chercheurs, de connaître un peu les événements, l'actualité scientifique, et vice-versa. Pour ce qui s'agit des chercheurs maghrébins, ils ne sont pas très au courant de ce qui se passe au nord de la Méditerranée. Donc notre objectif à Ibadika, ça avait été de centraliser tout ce qui se publiait et de mettre en contact les chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques et un peu de favoriser les liens scientifiques entre différents labos ou événements, surtout les colloques et tout ce qui pouvait être d'intérêt. Donc, nous étions à Jussieu jusqu'en 2019 et depuis, nous sommes à Bourg-la-Reine, dans des locaux un peu plus grands. Donc, vous voyez là devant quelques rayonnages de notre bibliothèque. Donc, aussi, nous sommes un centre nous n'avons pas d'affiliation institutionnelle ni gouvernementale, donc nous sommes vraiment un centre privé financé sur nos propres fonds et aussi avec le soutien de la communauté, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a une très forte communauté ibadite, qu'elle soit mozabite ou djerbienne, un peu avec des gros centres, Paris, région parisienne, Lille et Marseille. Donc notre fonds, notre bibliothèque
donc à des monographies et des périodiques. Nous avons démarré de zéro, donc nous avons eu le soutien de nos partenaires pour constituer un fonds de démarrage. Et donc nous avons eu des entrées exceptionnelles comme les archives de Brahim Chérifi, qui est l'auteur d'une thèse en anthropologie sur le Mzab. Le fonds Pierre-Philippe Ray 2016, qui est le fonds de thèse et de mémoire du laboratoire d'anthropologie de l'Université de Paris 8. Nous avons eu le privilège d'avoir une copie de la bibliothèque personnelle de manuscrits de Mohamed Haj Saïd, un lettré mouzabite responsable associatif de l'association Abisra, que je vous présenterai dans un instant. Et le fonds le plus important et le plus riche, qui est le fonds Martin Koester, qu'on avait reçu en 2018, qui est un fonds à l'origine de sa bibliographie en 3 volumes, ses tirés à part, mais aussi ses archives de et sur Sulayman al-Barouni qu'il a récupéré auprès de sa fille Zaim al-Barouni à Tripoli dans les années 70 dans le cadre de sa recherche. Donc je reviendrai plus précisément sur son parcours parce que c'est ce qui va inspirer notre projet de base de données. Avec ces ouvrages, nous avons des instruments de recherche qui sont les catalogues de manuscrits. Nous en avons une douzaine qui répertorient tous les manuscrits qui sont dans des bibliothèques privées du Mzab. Nous avons reçu cette année 3 derniers catalogues, dont celle de la Baronie à Djerba. Nous avons des bibliographies et le programme Rostumi, qui est un instrument de recherche en ligne que propose l'association Abisra, qui se retrouve dans l'URL que je vous ai mis à côté, que je vous redonnerai ensuite dans la fenêtre de chat. Donc, c'est un instrument de recherche qui interroge la bibliothèque d'imprimés de l'association et qui interroge surtout la table des matières et les sommaires de chaque ouvrage. Donc là, j'ai fait un exemple du mot-clé El Baladi, un savant médiéval. Ça nous retourne 38 résultats pour 20 notices. Donc, c'est un premier élément de recherche bibliographique en ligne plutôt efficace. Nous avons l'encyclopédie de l'islam imprimée, dont nous avons dépouillé toutes les entrées qui concernent l'ibadisme. Nous avons le Brokelman, etc. Donc, nous essayons vraiment pour chaque... dans les collections d'extraire toutes les informations pertinentes pour ceux qui le souhaitent. Donc par rapport aux publications ibadites, j'ai sélectionné, elle n'est pas exhaustive cette liste, des principaux éditeurs qui font les nouveautés éditoriales annuelles. Donc côté Algérie, nous avons les 3 institutions Touraf, Ami Saïd et Minhaj Abishaq. Et côté Oman, nous avons le ministère des Affaires religieuses, le ministère des Affaires culturelles, le ministère de la Culture et du Patrimoine et Daklet Oman, une institution privée en lien avec le patrimoine. Donc, et ces éditions font le plus gros des nouveautés sur l'ibadisme, en plus de la série des conférences sur l'étude ibadite qui avaient lieu chaque année et qui sont éditées chez Holmes, une maison d'édition allemande. Pour vous donner une idée, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est une extraction sur 9000 notices. Vous pouvez voir un peu le regain d'intérêt des études ibadites dans la production depuis les années 2000, sachant que on va dire 80, alors c'est surtout des chapitres j'ai basé ces courbes sur les monographies, les chapitres de livres et les revues, les articles de revues. Donc vous voyez que c'est
c'est un regain d'intérêt que nous devons suivre et accompagner et faciliter pour ceux qui souhaitent des références et qui ne sont pas très faciles à avoir. Les bouquins sont... Enfin, les éditions physiques imprimées sont systématiquement mises en ligne par les Omanais qui ont une diffusion très libérale des copies numériques. Donc, vous verrez que chaque ministère a sa plateforme numérique, que ce soit le ministère des Affaires religieuses, le ministère de la Culture ou les archives, les archives nationales. Puis, il y a le Maktab al-Saïdia en haut à gauche. On ne sait pas trop Enfin, je n'ai pas réussi à savoir quel était son niveau de formalisme dans les numérisations qu'elle propose, car ce sont des diverses éditions. Donc voilà, il y a beaucoup de dépôts officiels, mais aussi beaucoup de zones grises dans les numérisations qui sont proposées sur Internet. Et le dernier en date, Maqsoura, qui se veut être un peu du même niveau que Imarifa et Mandouma qui sont proposés dans le monde arabe, qui proposent une bibliothèque numérique avec une partie des imprimés de l'Ekret Oman et là, tout récemment, les copies numériques, les manuscrits de la Baronia. Ces ressources, même si elles sont riches, elles sont très peu exploitables. Enfin, les recherches sont assez compliquées dans les instruments. Il n'y a pas de facettes, il n'y a pas de système d'indexation. Donc, j'ai fait quelques tests de recherche et j'ai l'impression que ça fonctionne sur le titre et sur les auteurs. Il y a des métadonnées qui ne sont pas suffisamment mobilisées. Et je trouve que c'est dommage, c'est que ça s'adresse à un public, on va dire, motivé, qui sait ce qu'il cherche. Donc, quelqu'un qui est un peu ne sait pas quel mot-clé utiliser. D'ailleurs, c'est uniquement en arabe, se retrouve facilement sans résultat pertinent. Donc, pour vous dire, notre fonds est informatisé via Zotero. Donc, nous n'avons pas les moyens d'investir dans un SIGB. Donc, nous avons dû chercher une parade pour permettre une gestion bibliographique, mais aussi une gestion de base de données. Et Zotero était le plus à même de répondre à ces besoins, vu on pouvait saisir les notices en arabe, tant en arabe qu'en latin. Donc, c'était le bon compromis. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, dans le camembert à gauche, sous le titre, vous verrez que les publications par pays, on verrait que avec le fonds Martin Koester, on a une prédominance de publications omanaises. Ensuite vient les publications algériennes. Ensuite Tunisie, Égypte et enfin la Libye. Alors la Libye, malheureusement, le contexte actuel ne facilite pas les publications et puis la période Kadhafi était encore pire. Et toutes les publications avec le sujet Libye ou les Libyens qui publient utilisent les ressources éditoriales des Mozabites ou des Omanais. Pour l'Égypte, c'est surtout les publications fin 19e, du temps des presses lithographiques, des communautés ibadiques qui étaient installées au Caire jusqu'aux années 30. Et en Tunisie, ce sont des publications généralisées, qu'il n'y a pas de presse ni de maison d'édition, on va dire, ibadite de type mozabite.
Ensuite, pour la ventilation de notre fond, vous verrez que la grosse majorité de nos notices sont les notices de manuscrits issus des catalogues. Ensuite, vient les... Je vais diminuer cette fenêtre. Viennent ensuite les livres, les chapitres et les articles de colloque. Donc nous, on fait vraiment un dépouillement de tous les ouvrages collectifs et des revues mortes ou des revues qui sont en cours, qui sont numérisées ou autres. Nous essayons vraiment de tendre vers l'exhaustivité. Donc nous avons toutes les recensions et les références qui quand même concernent 15%. Ce sont les entrées de l'encyclopédie de l'islam, les entrées du Mu'jam al-Alam al-Ibadiyya, Musalahat al-Ibadiyya, donc les encyclopédies biographiques et des concepts. Et puis un fond de thèse qui correspond à 3% des notices informatisées. Alors, sur ces données, ce sont des signalements qui sont des signalements avec un lien qui ramène vers les documents. Donc, excusez-moi. Vers les documents. Donc, grâce un peu on profite de toutes ces initiatives de numérisation qu'avaient présentées Muriel Roland et Zubo de la Bulac, qui pour nous est une aubaine pour vraiment trouver compléter en fait des références ou écumer vraiment chaque revue, chaque œuvre collective pour être sûr de ne rater aucune référence qui pourrait être d'intérêt dans l'étude d'un sujet ou d'une thématique. Ce qui nous ramène un peu à ce projet, enfin un ouvrage qui a été publié maintenant en 2016, qui est la deuxième édition d'une bibliographie que je considère la plus exhaustive à ce jour, qui est transversale, donc qui recense tous les écrits ibadites du Mashrek, du Maghreb, et le troisième volume, toute la littérature secondaire sur les sources. C'est un sacré travail qui a été fait donc par Martin Koster, un chercheur hollandais, qui a commencé ses recherches sur Sulayman al-Barouni dans les années 70. Donc, il a eu le privilège et la possibilité d'aller au Mzab, à Djerba et à Tripoli. Au Mzab, il était pensionnaire de Ma'had al-Hayat à Guerrara, donc une institution d'enseignement. Puis à Djerba, auprès de Cheikh Salem Ben Yagoub, auprès de qui il a réussi à avoir des informations sur la communauté ibadite du Caire, qui a des informations, enfin des sources inédites sur une période très peu étudiée du fin 19e, début 20e. Et puis toute la littérature secondaire, donc toute la recherche actuelle sur l'ibadisme. Pour vous donner une idée, alors c'est une bibliographie qui, selon le SUDOC, est disponible que dans 2 bibliothèques en France, à la Bulac et à la bibliothèque de l'Institut du monde arabe, et puis chez nous. Donc c'est quand même un instrument de recherche très efficace. C'est vraiment un couteau suisse. Il m'accompagne partout. Pour vous donner une idée de comment se construisent ces entrées, donc là, je vous ai donné l'exemple d'un ouvrage lithographie au Caire en 1884 de Baradi, Kitab al-Jawahir, qui se veut être un complément d'un ouvrage de prosopographie médiévale. Et vous verrez en souligner tous les travaux, toutes les publications qui ont un rapport et qui ont un lien avec cette source. Donc, vous voyez une recension 2013 publiée
par Mohamed Kamal El-Din. Vous voyez une édition en 2014 publiée à Londres. Une mention Salah Baji en 1976, les Ibadites Odjirides, etc. etc. Vous verrez aussi les liens dans les manuscrits, dans les bibliothèques de manuscrits. C'est vraiment, vous voyez, c'est-à-dire pour chaque ouvrage, vous avez tous les liens vers d'autres écrits pour avoir un aperçu complet de tout ce qui a été écrit sur cette œuvre ou sur ce personnage. Avant, il y avait un autre programme qui s'appelait le Maktab al-Shamila al-Ibadiyya. C'était un exécutable qui proposait une base de données de sources primaires d'environ 1200 titres en mode texte, c'est-à-dire qu'on pouvait chercher directement. Mais, je ne suis pas sûre si la pagination a été préservée, mais c'est un projet qui n'est plus maintenu depuis 2017. C'était un outil qui était très intéressant pour le chercheur. J'ai essayé de l'installer pour vous faire une démonstration aujourd'hui, mais ça a nécessité une machine virtuelle. C'était assez compliqué. Donc, ce projet cette bibliographie qui sera suivie d'un supplément selon l'auteur très, très bientôt, n'aura pas de troisième édition. Et on a trouvé dommage que cette expérience s'arrête avec l'auteur. Et nous, on essaye donc de reprendre le flambeau en informatisant donc cette bibliographie. Et d'où les notices Zotero qui permettent de lier, déjà d'avoir des notices bibliographiques complètes et de lier les notices entre elles. Là, je vous ai mis une capture d'écran d'une extension qui se greffe à Zotero, qui permet de créer une arborescence ou un schéma entre différentes œuvres, histoire de retracer la généalogie d'une œuvre ou d'une étude, ou d'étudier l'historiographie d'une thématique. Voilà, donc ça c'est dans les grandes lignes notre souhait de base de données. Alors, on est confronté à différentes problématiques, des contraintes techniques qui est liée un peu au greffé Zotero dans une interface qui permet la recherche dans la base de données. Donc, on a différentes options et on étudie en fait toutes les possibilités qui s'offrent à nous, que ce soit Omeka ou Drupal ou d'autres expériences, on va dire, un peu ciblées, sachant que nous ferons forcément le choix d'un ouvrage de logiciels ouverts et open source et qui permettent surtout la gestion de la biécriture. Alors, on est un peu... on sait pas... donc, on a l'arabe et puis le système de translittération ISO, Library of Congress. Et on a aussi la manière d'orthographier les noms. Alors, quand on a des noms berbères avec différentes manières de l'écrire, alors je vous donne l'exemple le plus significatif, Artfish, les traits d'une nappe, donc il est écrit de plusieurs manières, une dizaine de manières. Donc, c'est à nous, et même au sein, donc en langue latine, bien sûr. Et les notices d'autorité, bien sûr, divergent selon les catalogues et selon les ouvrages. Donc,
il faudrait qu'on arrive à harmoniser les noms propres. Et on s'est aperçu aussi que les notices de manuscrits étaient un peu inadaptées dans Zotero pour retranscrire la richesse des catalogues, surtout en termes de copistes et des données textuelles du manuscrit. Nous, l'essentiel, c'est vraiment de centraliser dans un seul outil ce catalogage, on va dire, et surtout qui permettent ces références croisées et préserver en fait tout le travail de liaison qui a été fait soit par Martin Koster, soit par les bibliothécaires d'UNZAB ou d'Oman. Et c'est là où je veux en venir, c'est que ce sera un projet qui sera forcément collectif, qui sera forcément décentralisé, et avec tous les acteurs de la recherche impliqués dans les études IBADIT, sachant que le format est ouvert, interopérable, et qui peut être ensuite intégré dans différents logiciels SIGB et autres systèmes de gestion de bases de données. Donc nous faisons des tests, nous essayons différents outils et nous pensons pouvoir prendre une décision d'ici la fin de l'année en constituant une équipe de travail, on va dire franco-maghrébine. Et voilà, et surtout que même si l'interface n'est pas au point, la base de données Zotero est opérationnelle et elle est vraiment accessible à ceux qui souhaitent des références. Donc on partage les données. On n'hésite pas à fournir des listes bibliographiques ou même des documents, surtout dans le contexte actuel où il est très difficile de se déplacer ou autre. Donc voilà, on vient en fait en complément des initiatives qui sont locales et on essaye vraiment de valoriser au mieux toutes ces expériences qui sont lourdes, qui sont coûteuses, que ce soit en ressources humaines et en argent, et on voudrait que que ça bénéficie à toute la recherche. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Soufiane. Encore une intervention qui évoque plein de choses pour nous, Digital Maghreb. Et c'est beaucoup d'écho avec nos questionnements propres. Je vais tout de suite passer la parole à Paul Love. Donc, I'll switch to English to welcome Paul Love, who is an assistant professor at El Ahawain University and who has a talk on the Java Libraries project, digitizing at a distance, and other challenges. So thank you very much, Paul Love, for being with us. And the floor is yours for about 20 minutes, and then we have a Q&A session. Thank you. Okay, well, thank you very much, first of all, to Mehdi and Augustin for the invitation and for also being gracious enough to allow me to speak in English. I was more than a little bit embarrassed, if I'm honest, when I saw that I am the only person not speaking in French, but thank you nonetheless. So I'm going to be presenting the Jerba Libraries project, which is one of a number of different digitization initiatives that are very much linked with what Soufiane was talking about a moment ago. So the first thing I should say is that the Jerba Libraries project is a project funded by the Arcadia Foundation within the framework of the British Libraries Endangered Archives Program. And so it's a grant that's funded by Arcadia, but administered by the British Library. And the ultimate goal of the Endangered Archives Program, if you're not familiar with it, is to protect endangered archives by creating digital facsimiles and then making those digital facsimiles available on the British Library's website, which I think also ties in quite well with the conversation earlier about the perennial nature
certain kinds of online sources, because our hope is that the British Library is going to be around for a very long time. So in addition to the British Library in Arcadia, though, from our side, administratively, the project is run by Ibadika. And what that essentially means is it's run by Soufiane administratively. He would be far too modest to say that, but I can promise he is the person who makes it happen. And then our local partners on the ground are the folks at the Jam'iyat al-Tansheet al-Thaqafi bi Jerba, and that is a cultural institute that I'll tell you a little bit more about in a moment when I introduce the team on the ground there. So I thought that for the purposes of this audience, you'd probably be more interested to hear about the methodology of the project than the contents of the collections, but I will say just a little bit about those as I move through here. So first of all, a little bit about the context. I imagine this audience knows a bit about Jerba and certainly knows where Jerba is, but what you may not know about Jerba is it has an incredibly rich manuscript tradition stretching back at least a few hundred years. And so there are dozens of small collections of manuscripts throughout the island, as well as public collections in mosques and zawiyas. So that was one of the reasons why we chose Jerba. The other is crisscrossed research interests in the history of Ibadism. So our initial plan at the beginning of this project, when it began in 2019, it finishes this year in the fall, was to work with 7 private and public collections. Unfortunately, like everyone's plans over the last calendar year, our plans were changed by COVID. So we probably won't be able to finish all of them, but we will finish the largest ones, which is quite an accomplishment. And certainly speaks to the quality of our team in Jerba that they've managed to keep going. And then really quickly on the contents, most of the libraries in Jerba are focused on Ibadi and Meriki texts. There's of course also an autochthonous Jewish population in Jerba that has its own collections, but unfortunately we couldn't include any of those in our projects. So the aims of the Jerba Libraries project were 3, and they're interrelated, but certainly distinct. So obviously it's a digitization project. And so the first goal is the digitization of manuscript and early Arabic print materials. To date, we haven't encountered anything in languages other than Arabic, as far as I know, unless I missed something. And what I mean here, I guess I should be precise, by digitization is the creation of digital facsimiles. So this is not OCR or digitization of the text, it's digitization of the images. Related to that, and certainly part of the reason for digitizing in the first place, as all of you are, I'm sure, very aware, is digitization is itself a form of conservation, not only in the sense of conserving facsimiles, but also reducing the amount of time that researchers and other interested parties need to physically touch the objects. So what happens after the digitization and inventory process is we also return the libraries, once organized and inventoried and photographed, to the curators or owners of the libraries. And I'll show you some photos of that in a moment. So it does have a conservator aspect to it, but I should say none of us are trained conservators. So we try to minimize the amount of physical alteration to physical objects at all costs. We basically clean them with a horsehair brush, make sure that things are orderly, but beyond that, don't do any repairs or anything like that. And then the final goal of the project is actually a kind of public history goal, in the sense that what we're trying to do by publicizing the work of the project in Jerba is to encourage people to participate in these kinds of initiatives and to feel like they are part of the collective patrimony or history of the island. And that has been very successful in the past, and we're going to continue with those sorts of efforts through public history exhibitions, interviews on radio and television, things like that. Okay, so the origins of the current project, which again is from 2019 to the end of this year, was another EAP, or Endangered Archives project, a pilot project called the El-Bessi Family Library Project. And this was what turned out to be an incredibly ambitious pilot project to digitize 200 manuscript volumes and several hundred family and institutional documents associated with the El-Bessi Mosque in Jerba, which was originally an Ibadi mosque. And
to their credit, the team managed to digitize the entire thing in 8 months, which if you've never been involved in a digitization process, that is astonishing that they managed to finish it. But they did, and they did a wonderful job, and hopefully it will be online very soon. But the other thing that's worth mentioning about the pilot project is it allowed us the opportunity to pilot the methodology that I'm going to explain in a moment, which was really invaluable when it came to doing a much bigger project. And then the final thing about the pilot that was useful was it gave us a chance to be on the ground and to carry out surveys and have conversations with the owners of collections. And I should say that this is in a context like Djerba or a place like the Mzab or the Jebel Nafousa, this is really, really important because you have to establish a relationship of trust with the owners of these private collections. And so by publicizing this particular project, we managed to establish a number of links with owners of collections who eventually came on board to the current project. And what you see here on the right-hand side is the poster of the public history exhibition that we did at the end of that pilot project. And there are a number of video clips online and things like that from news stations and radio broadcasts. So for the current project, we began in the summer of 2019. And the first thing we had to do was give our unsuspecting team of inventory and photography staff crash courses into all things related to manuscripts and digital photography. So we did a series of intensive workshops in the summer on manuscripts and codicology, watermarks, digital photography, and inventory tools. And I should say that all of these things, including the materials that we produced, all of this happens in Arabic. So that was its own kind of challenge, trying to figure out how to prepare all of these different materials. The team itself on the ground, in addition to Soufiane over in Paris and myself over here in the Mid-Atlas Mountains in the village of Ifran, the team on the ground in Djerba is led by Dr. Ali Boujdidi from the University of Gabis Medni. And the list of young women that you see there is our team of photographers and inventory specialists. I think I'm happy to say after a couple of years, they are definitely the specialists now. And several of them managed to continue through from the pilot project to now. And so they've become our team leaders. In particular, I should mention Iman Sweet and Fatin Harazi, who have done a fantastic job coordinating with us from a distance. So the space, which is actually brand new, Fatin sent me these pictures just this morning because I actually haven't seen this space, but in the middle of our project, the location of the project was moved. And so this is the new space where they're working. And what you see here on the left-hand side is the inventory process, which I'll explain in a second. And the right-hand side are the two photography stations for taking the photos themselves. And again, if you've never been involved with a digitization process, you should know that it is incredibly boring sometimes to just sit there and photograph over and over and over again. But as all of you have no doubt become aware from your interest in digital resources or your participation in it, what they're creating is an incredible resource. And so I just wanted to say to them, thank you so much for the incredible work that you do. So just a bit about the collections quickly. I won't go through any of the details here, but the two that we have finished are also the two largest ones. So the collection that you see here on the right-hand side, which is the one after we already organized it, is the Atruk Mosque Library, which is a Sunni mosque. It's actually the Djerba branch of the famous Zaytuna Mosque in Tunis. And so the contents of that collection, as you can imagine, being a madrasa connected to the Zaytuna, are things like Hanafi, Maliki, Shafi'i fiqh, hadith, nahu, sarf, the things that you would expect to find in a madrasa, as well as a handful of interesting other anomalies, including a single Ibadi book. And then related to that, another collection, the Shahid family collection, was the private collection of one of the imams of the mosque, Tayyib al-Shahid, in the 20th century. And so I present these two examples and mention that link because it's something important about such a tight context of a manuscript culture, that the manuscript and book collections on the island are all linked to one another in really interesting ways. So just a couple of really gratifying before and after photographs. The one on the left-hand side is the mosque library that I just showed you before it was organized.
And the same library, when it was returned last year to the mosque, now looks like it does on the right-hand side in archival boxes and organized. And of course, a digital facsimile is also given to the curators of the collection. This mosque happens to be across the street from the place where we're doing the project, so they wouldn't have to go far to look for the digital images anyway, but we do give them a copy. And then the Shahid library, looking a little more dramatic here, that's how it was dropped off when it was donated to the project on the left-hand side. And the right-hand side there is what it looks like now. So I wanted to show you these not only because they're very gratifying, but also because they're a testament to the amount of work that our team has done on the ground. The current collection that we're working on is one of the two main Ibadi collections in the project. And the first is that of Sheikh Mahanni al-Baruni, which is actually related to the much more famous Al-Baruniya library in Jerba. And it's an exciting collection with a lot of printed materials that are both lithographs and typography printed books from Ibadi presses in Tunis and in Cairo. So that's an important collection for sure. And then hopefully this year we'll have a chance to finish one other Ibadi collection belonging to the Al-Layni family, also very much connected to Cairo. Okay, so quickly on method and process here, you can imagine there are two different kinds of processes involved. First is the digitization process itself, and the second is inventory, so I'll explain them separately. First, in terms of digitization, the EAP has very specific standards for layout and format and file format and metadata. And so the layout specifications include things that you would expect, like a color card, like you see there in the photograph, a neutral background, a correct white balance, things like that. But also something that's incredibly time consuming is each folio has to be its own photo. So you can't zoom out and take a picture of the whole book. And that may not sound like that big of a deal, but if you imagine a full manuscript volume of 600 pages, that's over 1,200 photographs. So it's a lot of photographs. And that becomes even more important when the format of the photos is TIFF, which if you're not familiar with TIFF photographs, they're excellent for research purposes, but they're massive. So they're between 30 and 40 megabytes a piece, which again, when one volume can go as high as 1,000 photographs, becomes quite large quite quickly. Which is again why it's great that the British Library is the one responsible for storing at least one copy of these images. And then finally, I'll say that digitization here includes the entirety of the physical objects. So that includes the exterior and interior of the covers, as well as something unique to our project is the documentation of watermarks. So this gives you a sense of how we're doing that on the right-hand side using a light sheet, and that produces an image, at least in an ideal world, like the one on the left-hand side when there's no writing on it. But of course, most of them look a little bit different because they have writing on them. So in terms of inventory, we had to find a way of doing this that would allow myself and Sofiane to follow the project from a distance, because unfortunately, I can't live in Jerba all the time. And so I need to be able to follow the project from over here. If you were wondering up until now what I do, this is the thing that I do. So I developed this very simple Google Forms version of a manuscript description form that is written in Arabic and in English. And basically for every item in each of the libraries, the team in Jerba can log on and use a series of drop-down menus to describe the items in the collection. So a lot of work goes into the preparation of this, but once it's done, it really, really facilitates the entirety of the project, especially the speed of it. What happens then is I'm able to, from over here in Morocco, see the responses to the Google Forms, and I can send them based on the number and the name of the cataloger who prepared it, some comments and questions that I might have based on what I'm looking at in the description. So if I notice that a Hijri date hasn't happened yet, then there's probably an error, things like that. Unfortunately, I'm not, in the past, we tried to find a way for me to be able to look at all of the images as they take them. But as you'll see in a moment with some of the challenges we faced, it didn't turn out to be feasible to continue doing that.
And then what happens to all of these metadata in the end is we finesse them a bit into the format that's needed by the British Library that they'll use to put it online. And I'll show you an example of that in just a second. So what will eventually happen is that the entirety of the project will be available online for free at the Endangered Archives Program website here. It takes a while to get up because there's a tremendous amount of metadata and verification of images and a lot of other steps that are involved. But again, it will eventually be up there. And I have to say, the Endangered Archives Program is an incredible group of people who do a ton of work. If you've never explored these collections, please do. I should also say that there aren't very many projects in the Maghreb that have been submitted to the Endangered Archives Program. So if you are yourself considering a digitization project in a Maghrebi collection, please take them into consideration. All of the materials, including the guides, are available in French and Arabic as well. So lastly, some challenges that we encountered. So first and foremost, the transfer of physical materials. So almost all of our equipment came from France and Germany. And so getting those things to Djerba sometimes required some creative methods, but Soufiane again always finds a way for us. So that was one thing that you should definitely take into consideration if you ever consider doing this kind of project. Internet connection, especially last year in Djerba, was just really bad. And so, a digital project like this happening across 3 countries really needed that internet. And so it slowed us down whenever we didn't have a good connection. Myself and Soufiane can only spend normally the summertime in Djerba. And so that was an additional challenge. And as I mentioned, there were renovations to the space, which meant that the project was temporarily in an art gallery, which was a bit of a mess and I think tough on the team because it didn't have air conditioning and it happened in the summer. And finally, something that I think is really worth taking into consideration if you ever consider this kind of project is the storage of both the physical objects and the digital objects, right? Because you're going to be dealing with, even with a very small collection, you're going to need different physical spaces for objects at different phases of the project. And then of course, the digital storage can get really big into the terabytes really quickly. And you're going to need to have backups of that in multiple places. And so there are a lot of challenges that I think very much overlap with many of the conversations that we've been having today. The final thing that I'll do really quickly is I will show you what this looks like live. So this is the form that I mentioned to you. And basically the way that this works is we've already put all of the titles and the basic metadata in there. So the team just has to choose the uniform title from what they already know is there. That, I should say, takes a really long time to do. But again, that is much quicker than typing it out. And it also verifies the information for us ahead of time. There's a separate form for watermarks, which is for a variety of reasons, an easier way to do it. But that also means that we're creating a separate data bank of watermarks, which is going to be very cool when we're done. And then just to show you what one of them looks like when it's all filled out. So it's quite long and quite involved, including pictures that help guide people on how to describe the condition of the object that they're looking at. And then a lot of metadata about genre and publication information, dates. It's quite involved. At the very end of all of these things, what it will look like is this. I'll show you a live Endangered Archives Program example. So this is a copy of the Dala'il al-Khairat, because who doesn't like the Dala'il al-Khairat? And it's originally from Senegal, I believe. So all of the metadata that we're compiling will be there available on each page. And then this very smart reader with high quality TIFF images for anybody who's interested to use them. So it's really an incredible tool, and there's a ton of work that goes into that. So I think I'll stop there because that's about what I need to say. But thank you again for the opportunity to present this and for your attention. Thank you very much, Paul, for this presentation. I think we have about now 10 minutes to allow people to ask questions. Alors, vous pouvez poser vos questions en français, and I'll do what I can to translate in both ways.
Il y a déjà quelques questions par écrit. Alors ça, c'est typiquement une question pour un enseignant, d'histoire du Maghreb. Quel est le lien entre le kharigisme et l'ibadisme? Peut-être Augustin ou Paul, vous pouvez répondre. Paul, please. No, I think you should answer that, or we could make Sofiane answer it. Oh, c'est un lien lâche. Oh. Soufiane. Non, non. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la catégorie de kharigisme est une catégorie fourre-tout de l'hérésiographie sunnite, qui du coup comprend en effet les ancêtres des ibadites actuels, mais les ibadites eux-mêmes ne se réclament pas du kharigisme qui en fait en tant que, enfin, qui n'a pas de cohérence doctrinale en tant que tel. C'est vraiment un groupe une catégorie qui embrasse complètement fourre-tout, qui embrasse des groupes extrêmement variés. Donc les ibadites se réfèrent à certaines personnes qui ont pu être mises sous cette catégorie, mais eux-mêmes ne les considèrent pas comme des kharijites. Is that right, Paul? Yeah. Soufiane? No, I was myself. Thank you so much. Je pose une question du coup j'en profite. Thank you so much, Paul. It was really fascinating, and I must say we haven't talked for a while, and I didn't know that all this project was going on. I've heard of it a few years ago, but I'm very well. It's really stunning. All the things you did. So the Endangered Archive program funded the team, the whole program, and all the results have to be accessible for free. Is that it? Public? Yes, that is a condition of us photographing each of the collections, that the curators or owners of the collections agree for us to share them for free online. And is the Endangered the EAP specially dedicated for private archives, or is it just that in Djerba those collections were private? There are contexts in which they have allowed for public archives to be digitized. I think, if I recall correctly, and Sofiane, you can correct me if I'm wrong, if you're going to do a public collection, you have to have a justification for why, for example, the government of or if the owners are governmental, why they aren't going to do it for themselves. Okay. Oh. No, it was really fascinating, and indeed it gives us a lot of food for thought both for the project, but also for other projects who could be linked to Digimag. Oh yeah, the other question I had. So the collections will be available through the EAP website, and does the British Library will also gives an access to the collections through its website, or? So the way that the Endangered Archives program website is part of the British Library's website, and within the metadata there is a link that will link you to the British Library's catalog. So my understanding is they're interrelated. And then of course there are also digital facsimiles with all of the owners of the collections and local partners. So there are collections to people locally, even without an internet connection. And have you tried to I have also a link with the National Library in Tunis? I think we have considered that in the past. We haven't done it yet, mostly because we have to wait until the images are online with the British Library before we can do anything else with them, which can take a while. Okay. Parce que je passe à toi, Soufiane, peut-être c'est vrai que du coup, c'est très intéressant. Localement, vous avez fait tout un travail de publicité autour du projet. Et est-ce qu'à l'échelle tunisienne aussi, tu penses qu'il y a moyen de donner un certain écho aussi pour aller au-delà de la communauté de Djerba? Oui, il y a beaucoup
on va dire le sud tunisien. Et je pense à Tozeur, Odjirid, Matmata, Tataouine, les zones berbérophones de Tunisie, qui disposent de quelques archives pas aussi importantes qu'à Djerba, mais qui souhaitent un peu soit profiter de l'expertise gagnée par l'équipe à Djerba ou d'avoir, enfin voilà, de répéter cette expérience avec eux. Et pas uniquement en Tunisie, il y a aussi en Libye, Djebel Nafoussa qui. Donc voilà, ça prend forme et en fait, ils voient une expérience réussie, tangible et concrète d'une petite bibliothèque préservée, numérisée. Et pour eux, enfin, voilà, pour eux, c'est concret. C'est ça qui fait que tout l'intérêt du projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait deux questions pour Soufiane sur Ibadika, alors de Regaï Buyuksoy. Désolé si j'égorge votre nom. Quel est l'accès sur place aux travaux d'Ibadika et comment est-ce qu'on pourrait contribuer à l'enrichissement du matériel? Alors oui, on a accès sur place. Alors là, pour l'instant, la situation actuelle fait qu'on ne peut pas. Mais on est, enfin voilà, c'est le local est ouvert vraiment à tout le monde. Et voilà, vous êtes le bienvenu. Pour l'enrichissement, donc il y a pareil, vos travaux, vos études et même votre problématique de recherche, vous pouvez m'envoyer un mail, on en discute et on essaye enfin, voilà, de partager ce que nous avons. Et puis voilà, donc toutes les références sont bonnes à prendre et en plus, en turc, j'ai pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. Voilà. Merci Sofiane. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Je ne sais pas si Zohor est là. Je me demandais, j'ai trouvé très intéressant l'attention portée aux watermarks. Mince, comment on a dit ça en français déjà, les filigranes. Voilà. Et est-ce que du coup, Zohor, c'est quelque chose que la Bulac essaye de faire aussi, de mettre en évidence les filigranes pour pouvoir travailler sur la provenance des papiers et tout ça? Enfin, je sais un peu ce que Paul fait avec, c'est pour ça. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. En fait, dans les notices, si je vois un filigrane, ce qui n'est pas toujours le cas, et il est mentionné sur la notice sur Calam. D'accord. Tout à fait, parce qu'en fait, la plupart des manuscrits que nous avons ne sont pas datés, donc ça permet de les dater. Et dans le processus de numérisation, du coup, ensuite pour la BINA, est-ce que, enfin, visiblement, ce que font les équipes de Paul et Soufiane, c'est qu'ils essayent de prendre une photo nette. Ouais. Oui, mais je n'ai pas vu ça sur la BINA. Mais en fait, s'il y a un filigrane visible, il est décrit sur Calam. D'accord. Dans la description physique, en fait. Et je me demandais aussi toujours, Zo, je suis désolée, je t'embête. Non, il n'y a pas de souci. En écoutant Soufiane, là, c'est les questions de Soufiane sur Zotero, sur le problème des notices de manuscrits dans Zotero. Je me suis demandé si tout simplement, mais peut-être que ce n'est pas pertinent, hein, mais peut-être que Ibadika aurait intérêt à discuter avec toi, Zohor, ou avec d'autres personnes de la Bulac, parce que vous avez quand même une grosse expertise dans ces questions de catalogage dans différentes langues, de différents types de supports, de manuscrits, d'imprimés. Enfin, je ne sais pas, je me suis dit que peut-être oui, avec le directeur vous aviez une scientifique, expertise bien évidemment, parce que c'est le directeur scientifique qui prend les choix en fait des catalogues, parce qu'il faut des licences, pour la sauvegarde aussi, il faut... comme disait Monsieur Paul, là, il faut vraiment avoir des serveurs et tout. Et donc, en fait, oui, ce ne sont pas des décisions qui se prennent à la légère. Donc, il y a vraiment un comité scientifique qui se réunit et qui discute de tout ça. Donc, on a l'expérience et Monsieur Mistawi connaît bien la Bulac et donc, et connaît bien nos manuscrits aussi. D'ailleurs, il y avait un petit clin d'œil ce matin sur la Moudawana.
spéciale dédicace. Et donc, voilà, il n'y a aucun souci. Donc, on peut se partager les informations et tout. Et voilà. Mais en fait, le problème, c'est que Calam, je pense qu'il faut avoir une licence et généralement, c'est payant. Et c'est ça. Et en plus, c'est l'enseignement supérieur, en fait. Donc, comme on est une bibliothèque universitaire, Calam, c'est pour le catalogue des archives et de l'enseignement supérieur. Après, je n'ai pas tous les détails. Il faudrait peut-être parler à ceux qui savent mieux que moi. Tu connais Benjamin Guichard, Soufiane? Oui, je pense. En fait, comme le SUDOC et Calam, c'est pour les institutions du réseau SUDOC. Et faut faire partie du réseau SUDOC pour avoir accès aux outils. Et donc, c'est un objectif qu'on s'est fixé plus ou moins à long terme, histoire de régler la question du SIGB pour notre bibliothèque, qui est un préalable pour intégrer le réseau SUDOC. Ok, d'accord. Bon, bah alors du coup, tu t'es déjà posé toutes ces questions, pardon. On se pose beaucoup de questions dans ce projet. Mais merci Zour pour tes précisions. Et... De rien. Et il y en a d'autres sur des ibadites, des manuscrits ibadites dans la collection Guttner. Donc, je vous invite à faire un tour.